Bienvenue sur l'empreinte digitale, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Selim Niederhofer. Salut Selim. Salut Fabrice, tu vas bien ? Écoute, au top, moi quand je suis avec toi, comment ne pas aller bien quoi ? C'est un moment du ta jeu, compagnie, du c'est soleil, ça. de l'énergie, de l'enthousiasme. On va parler de plein de choses qui nous passionnent tous les deux, on va parler surtout de copywriting aujourd'hui. Alors toi t'es un expert, je pense que tout le monde te connaît honnêtement, tous ceux qui suivent ma chaîne te connaissent déjà, mais est-ce que je peux quand même te laisser te présenter mon cher Selim ? Oui, bien sûr. Bonjour, je suis copywriter et formateur en copywriting depuis 2010. Moi, j'ai commencé, à la base, j'étais acheteur. Je me suis rendu compte que les tableaux Excel, c'était pas pour moi, que l'industrie automobile, les achats, c'était pas pour moi. Et j'ai commencé, j'étais blogueur. J'avais rejoint, vous connaissez tous, la série Sex and the City. Et en fait, il y avait des jeunes à Paris. Ils avaient entre 20 et 25 ans, ils bossaient tous chez L'Oréal en agence de pub, ils me faisaient rêver. Moi, je lisais leurs récits toutes les semaines sur leur blog, et un jour, j'ai envoyé ma candidature. Quand je suis arrivé à Paris, j'aurais dit, les gars, mais je veux trop être votre copain, je veux écrire avec vous. Et c'est comme ça qu'en fait... Je peux être votre ami ? Mais oui, s'il vous plaît, tu veux être mon copain. Mais c'était ça, quoi. C'était... Waouh, vous me paraissez trop drôle, trop brillant. Je veux la même vie que vous. Je veux écrire en ligne, sortir en soirée et bosser dans des boîtes cool. flambantes, quoi. Vraiment des trucs trop cool. Et c'est comme ça donc que j'ai mis le doigt dans le blogging et qu'après j'ai lancé avec eux mon premier site internet, ma première boîte. Je me suis planté mais magistralement parce que je ne connaissais pas le copywriting à l'époque en 2009. Et c'est fin 2010 que j'ai rencontré la personne qui m'a mis un livre de copywriting dans les mains en me disant bon ok t'es nul, t'écris bien, c'est rigolo, hihi, mais en fait tu ne sais pas écrire pour vendre, ce qui est un problème, tu vois, problème que chaque expert peut avoir. Tu es expert dans ton domaine, mais pour te vendre t'es nul. Et il y a plein de gens, c'est leur cas et c'était le mien. Et vu que j'agissais en ligne, c'était sur le digital, si tu sais écrire, mais que ça ne se vend pas, c'est dramatique. J'ai rejoint donc artdeséduire.com, je suis devenu coach en séduction et brand content manager, RP, vidéo, le visage de toutes les vidéos. Je me suis bien amusé pendant 10 ans, j'ai écrit plus de 2500 articles en 10 ans sur le sujet, j'ai appris le copywriting, j'ai signé mes premiers clients un an plus tard, pareil, là cette fois-ci plutôt en agence, tu vois, des gens qui sous-traitaient une agence pour une mission Wilkinson, les rasoirs, tu sais. Il y avait une campagne d'affichage, pub, dans le métro, sur les bus, et ils voulaient décliner la campagne en tweet. Et là, il y a des gens qui sont venus me trouver moi, parce que je n'écrivais que sur des sujets masculins. Salut Céline, est-ce que tu peux écrire 6 tweets pour Wilkinson. Oui, ça doit être possible. 800 €. Mais j'étais là, c'est une blague. J'espère que c'était le tweet, 800 € le tweet. Non, pas le tweet, non. Je plaisante. Les 6. Mais t'imagines, c'est bien déjà, payé. Rien que pour moi, dans ma tête, je me suis dit, attends, donc peut-être une demi-heure de boulot, 800 €, c'était fou. Et c'est là vraiment que j'ai compris qu'il y avait 2 types de copywriting différents. Les pure players qui sont sur le web, qui vendent des offres, les infopreneurs, par exemple, et de l'autre côté, les groupes qui font appel à des agences créatives, du Publicis, du Havas, Marcel, Buzzman, toutes ces boîtes-là qui font la pub, en gros, qu'on regarde aux 20h de TF1 pendant les matchs télé, tu vois, de la pure créativité, mais qui doit vendre aussi, attention. Et j'apprends donc le copywriting. En même temps, je deviens community manager de Patrick Bruel pendant 8 ans. Donc, si tu veux, je jongle avec une triple casquette de je suis copywriter, je suis art de séduire, copywriter indépendant, je suis aussi le community manager de Patrick Bruel, et à côté de ça, j'ai mon blog perso, selimniederhofer.com, que je monétise encore, avec des articles sponsorisés, et pareil, là les gens en fait, ils viennent me chercher pour écrire sur des lancements de voitures, lancements de parfums, tu vois, aujourd'hui on les appelle les influenceurs, d'accord, enfin, les créateurs de contenu, tu vois, les influenceurs, et nous on faisait ça à l'époque. En 2010, genre en 2015, j'ai pris mon premier jet privé, tu vois, affrété par Volkswagen, pour aller essayer la nouvelle, c'était quoi ? C'était la Arteon, je crois. On l'a testé à Majorque. Et c'est des expériences de vie de fou, mais complètement. Tout ça grâce à quoi ? Grâce au pouvoir des mots, mais bien sûr. Et donc, j'ai commencé à tout arrêter, vraiment, temps mort. 2018, je me suis dit, en fait, je deviens illisible. Ça devient illisible, tu peux pas. 4 casquettes en même temps, tu peux pas. Donc j'ai créé les mots magiques, je suis devenu vraiment copywriter à temps plein.
J'ai arrêté Art de séduire, j'ai arrêté Patrick Bruel, je parle plus de mon blog aujourd'hui. Et uniquement, j'écris des textes pour les entreprises qui en ont besoin et je forme des particuliers qui veulent devenir copywriters. Tu vois, 100% copywriting et il y a des entreprises qui m'appellent parfois. Céline, tu peux écrire nos textes, si ça, on a un problème de conversion. Oui, avec plaisir. Tu peux écrire nos mails. Oui, avec plaisir. Est-ce que tu peux venir former notre équipe marketing? Ouais, grave, évidemment. Tu vois, mais 100% copywriting pour que ce soit lisible. Ok. Donc le copywriting, les mots pour vendre. D'ailleurs, tu as écrit 2 ouvrages chez Erol à ce sujet. Ouais, bien sûr. Alors là, si vous avez l'image, à l'image, on a le best-seller, donc le guide du copywriting. Il fait son bout de chemin. On en a 14 000 exemplaires vendus. C'est très bien. Super content. L'éditeur aussi. Et le petit dernier, le petit frère, c'est vraiment le complément, la boîte à outils, c'est les mots magiques. Là, les mots magiques, il est sorti, c'était en octobre 2024. Il fait un bon démarrage et on verra comment il se vend, pareil sur la durée. Mais ouais, j'aime bien écrire, tu vois, les longs formats. J'aime beaucoup ce qui est court. Les tweets, c'était très bien. Écrire des mails, écrire des pages de vente, j'aime bien. Mais quand on te dit, ok, ton contrat, c'est 300 000 signes, genre 55 000 mots, c'est autre chose. Ah oui, c'est clair. C'est un autre format encore. C'est plus de 140 caractères. Là. Ouais. C'est un autre challenge. Alors Céline, donc du coup, moi je vais me faire un peu le procureur dans notre échange. Je vais essayer un peu à charge et dire, Céline, t'es copywriter. Est-ce que t'es pas une espèce en voie de disparition? Il y a un truc qui est arrivé qui s'appelle l'IA. Jamais entendu parler. Quoi? Tu sais pas ce que c'est? Alors je vais t'expliquer. Alors, est-ce que tu es une espèce en voie de disparition, mon ami? Copywriter, avec ChatGPT en face. Je pense que effectivement, une partie de notre travail risque de disparaître. On risque d'avoir de moins en moins de copywriters pour des tâches pas très créatives. D'accord? C'est-à-dire que dès aujourd'hui, déjà, tu peux demander à ChatGPT, à Claude, à Gemini, tu peux leur demander, vas-y, écris-moi une séquence email de lancement. J'aimerais 7 emails pour teaser le lancement de cette formation en copywriting. J'aimerais que tu suives correctement, pour chaque mail, s'il te plaît, les 7 principes d'influence et de persuasion de Cialdini, de Robert Cialdini. Ok? Tu peux lui rajouter 2-3 autres instructions dans ton prompt et il va te sortir un truc plutôt correct, d'accord? Il va te donner une bonne structure. Il va écrire des trucs qui seront pas mal. Encore aujourd'hui, j'estime qu'on doit repasser dessus. Allez, je vais dire, il peut te sortir des textes 80% bons, 90% bons, bien sûr. Surtout, plus tu maîtrises l'art du prompt, plus tu vas maîtriser ta consigne au début, meilleur sera ton texte à la sortie. Mais quand il va falloir vraiment trouver, je sais pas moi, des slogans, mais des vrais slogans créatifs, il y a encore du taf, ok, pour ChatGPT, de trouver un vrai angle marketing. Moi, je l'ai testé sur quelques textes que j'ai rendus à des clients. J'ai testé ça. C'était pas mal, mais il n'y avait pas ce que je voulais. Est-ce que c'est parce que je suis mauvais en prompt? Ou est-ce que il n'a pas encore tout en tête? On est des êtres humains. Je te donne un exemple. Yes. J'ai une grande boîte, un leader français de la restauration qui me contacte pour me dire, Célim, on a un magazine interne, le magazine de communication interne qu'on distribue à nos 3000 salariés, il a plus de titres. Toi, dans le copywriting, les titres, c'est important. Est-ce que tu fais du branding? Là, tu vois, on sort un peu de la sphère copywriting. Ouais. On va dans le branding. Mais la partie recherche et brainstorming, elle va se faire par rapport à tes recherches à toi, elle va se faire par rapport aussi à ton vécu. Et je leur ai trouvé un truc qui m'est venu parce que, en termes de réflexion, j'aurais pas réussi à le prompter immédiatement. De me dire, attends, on est la France, c'est un leader français. Qui représente la bouffe en France? Qui va parler à tout le monde? Obélix, évidemment. Tu vois, dans ma tête, c'était évident. Parce que j'ai grandi avec Astérix Obélix, avec Tintin, avec Lucky Luke, avec tout ça. Donc, j'arrive avec ma patte, ma créativité. Mais sur le moment, je sais pas si ChatGPT, en le promptant, il faudrait que je fasse le test. Ok, maintenant que j'ai eu l'idée, lui refaire tout un prompt en lui disant, tiens, j'aimerais que tu t'inspires de l'univers d'Astérix Obélix pour me trouver un bon nom de magazine, une référence qui parlera à tout le monde. Tu vois?
pour le moment, il y a encore des trous dans la raquette et tu as beaucoup de personnes qui te diront que la créativité, ça reste quand même quelque chose de, tu sais, passer de 0 to 1. Ok, le Peter Thiel, c'est vraiment passer de 0 à 1, de l'inexistant à l'existant, d'assembler des éléments qui viennent de 2 à 3 univers différents en même temps. C'est là quand tu combines que tu deviens vraiment plus fort et que tu fais de la création, de l'acte de créativité vraiment. Et pour le moment, en fait, ChatGPT, il se nourrit de tout l'existant. Est-ce qu'il peut voir plus loin? Pas trop pour le moment. Ouais. Okay, j'essaie de suivre quand même. Tu as raison, hein. Tu as raison sur le côté. Est-ce que je suis une espèce en voie de disparition? Écoute, aujourd'hui, je sais qu'il y a des grandes boîtes françaises qui emploient, allez, je vais dire, tout un département marketing de 20, 30, 40 personnes chargées de rédiger des fiches produits. Aujourd'hui, avec l'IA, il y a des solutions logicielles. J'ai un super bon pote à moi qui bosse, par exemple, pour cette solution. Demain, les 40 salariés, ils seront plus que 5. Parce que hélas, tu mets une URL de fiche produit, le logiciel, il va te le trouver tout le texte, il va te l'optimiser bien correctement pour le SEO, et derrière, il va très très vite, évidemment, il ne faut pas 1 heure pour rédiger, mais 17 secondes, et derrière, les 5 qui vont rester, qui vont survivre, ils vont faire juste de la vérification, ils vont faire de la petite correction. Mais t'imagines le gain de temps? C'est clair. C'est vraiment là pour le coup, j'ai envie de te dire, c'est merveilleux parce que écrire des fiches produits, pour le coup, j'ai fait ça. Alors moi, je fais des fiches produits marrantes à l'époque. J'avais écrit des fiches de spectacle pour la Fnac, tu vois, des fiches de stand-up, des fiches de théâtre et tout. J'adorais, c'était marrant. Mais j'ai ma petite sœur, par exemple, qui avait bossé dans une boîte où elle rédigeait des fiches produits pour des alarmes pendant 1 an. Ça c'est moins drôle. C'est moins drôle. T'imagines, c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant du tout. Clair. Donc là, je pense qu'il y a un vrai gain de temps et oui, c'est pas nos jobs, c'est pas la pénibilité du maçon ou du couvreur, tu vois. C'est pas pareil, c'est pas comparable. Mais fiche produit à longueur de journée, ça peut. C'est clair. Donc, je pense qu'une partie des copywriters qui ont peu d'impact vont disparaître assez rapidement. Puis viendra ceux qui font des choses un peu trop génériques. Tu vois, à partir du moment où on peut mettre une formule, à partir du moment où tu peux mettre des guidelines, l'IA va pouvoir le faire. Mais vraiment, l'acte de créativité, c'est pas pour tout de suite. Je pense pas que demain, un publiciste mette la clé sous la porte. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui fait pour toi, Selim, un bon copywriter ou alors une bonne page de vente? C'est quoi la différence entre un truc qui pourrait être bien prompté par l'IA et on voit des pages de vente qui sont visiblement IA, hein, il manque un peu l'hémisphère droit, il manque un peu l'émotion là. Et qu'est-ce qui fait pour toi que en fait l'IA finalement ne va pas être une menace mais une opportunité? Comment on peut devenir irremplaçable finalement? Comment tu peux faire pour éviter d'être remplacé demain par l'IA? Qu'est-ce qui ferait le déclic, l'étincelle qui font que toi, Selim, et tous ceux qui font du copywriting pourront pas être remplacés finalement pour une IA parce que vous avez un truc en plus, quoi? C'est une question, tu sais, que je me pose tous les jours parce que moi, je forme des copywriters. Je forme les futurs copywriters. Tous, quand je les ai au téléphone, une des premières questions qu'ils me posent, première question, c'est vraiment Selim? Eux, ils pensent qu'ils vont tomber sur un closer. Tu vois, non, oui, c'est vraiment moi. Et très rapidement, la question qui arrive, c'est mais est-ce que tu es sûr? Il y a encore du travail. Est-ce que l'IA va pas nous remplacer? Alors, est-ce qu'il y a encore du travail? Il suffit de regarder déjà toutes les offres d'emploi qui tombent tous les jours sur LinkedIn, toutes les offres de mission qui tombent sur Malte. Sur Malte, il y a beaucoup. Là, tu vois vraiment toute la diversité des missions. Bien évidemment, le chiffre, il est tombé. Ok, ça fait depuis 2 ans, on l'a constaté, c'est entre moins 25 et moins 30%. Ok, de baisse. Donc, c'est une réalité. Moi, quand je vais former des équipes dans les grosses boîtes, tu as toujours sur un département marketing de 8-10 personnes, un crack, un mec qui est bon, une personne qui a déjà saisi le sujet et qui se l'est approprié vraiment. Et pour elle, ça va plus vite. Tu vois, quand je donne des exercices pratiques, laisse tomber. Les autres, ils sont là, ils mettent un quart d'heure. Lui, en 3 minutes, il dit, c'est bon, j'ai fini. Et tout le monde le regarde genre... Donc, aujourd'hui, je pense que je crois pas qu'on soit
irremplaçable. Je pense que à terme, déjà, en fait, je vois le truc de manière très descendante. Ça va commencer par les grands groupes. Parce que les grands groupes, ils ont plus de budget de formation. Donc, ils vont former plus rapidement leurs salariés. Parce qu'ils vont avoir des objectifs de, comme d'hab, réduction de la masse salariale. Et il vaut mieux un département de 10 personnes qui descendent à 6, mais que ces 6 soient vraiment efficaces et formés pour qu'elles fassent plus encore. Tu vois. Ouais. Donc je pense que ça va être la première étape. Pour les groupes intermédiaires, et puis moi je bosse beaucoup avec des artisans locaux, tu vois, genre mon dératiseur, mon pisciniste, mon couvreur pour la maison, le concessionnaire local. Eux, en fait, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils bossent toute la journée. Ils bossent toute la journée et ils s'accordent peut-être 1 à 2 journées de formation par an maximum. Tu vois, c'est pas comme des salariés qui ont, je vais dire, une demi-journée par semaine de formation. Là, j'exagère. On sait qu'il n'existe pas cela, mais il y a des gens qui ont beaucoup de formation et c'est pas le cas pour les petits groupes qui, ils sont pris à la gorge par les URSSAF, ils ont pas le temps, ça déborde de commandes dans tous les sens. Donc, pour eux, on va rester indispensable pendant, je dirais, encore 3-4 ans. Tu vois, mon horizon, je le vois bien à 3-4 ans parce que j'ai vu l'évolution depuis octobre 2022, novembre 2022, quand ChatGPT est arrivé. Ouais. Là, on enregistre, on est 2 ans plus tard. C'est pas allé si vite que ça. Okay. D'accord ? Il y a effectivement une minorité de business que toi et moi, on suit. Nous, toi et moi, on est, et peut-être nos auditeurs et les spectateurs, ils sont exposés à ça. Ils ont l'impression que ChatGPT est partout et que tout le monde s'en sert. C'est pas la réalité. Ouais, c'est Ce clair. n'est pas la réalité du terrain. Et tous les entrepreneurs locaux avec qui je bosse, ils essayent, ils tâtonnent un peu, mais derrière, tu sais ce qu'il y a ? Ils savent pas ce que ça vaut leur texte. Ouais. Ils disent ouais, ça m'a donné des résultats, mais je sais pas trop. Ok ? Donc nous, on est encore là pour cadrer parce qu'un copywriter, en fait, c'est pas juste celui qui tape, mais il a une connaissance marketing. Un bon copywriter. Dans ta question, c'était un bon copywriter. C'est la définition de David Ogilvy en fait. C'est 50% poète qui sait écrire, 50% tueur qui sait vendre, tu vois. Et malheureusement, peut-être que ton artisan local, il sait pas forcément la qualité de l'écrit, il sait pas forcément super bien se vendre. Moi, je vois les deux cas, les mecs qui sont super bons dans leur business, mais alors dès qu'ils t'envoient un mail, c'est pas fou, leur site internet c'est une galère, et ça va profiter aux agences web locales, tu vois, qui font leur SEO, qui leur écrivent des articles, qui leur vendent de la pub sur Google, toutes ces choses-là. Donc, je vois pas l'écosystème shifter rapidement et les copywriters vont, dans ma tête, je me dis, et je me trompe peut-être, tu sais, c'est le jeu des prédictions. Ouais, bien sûr. Je on en reparle dans 2 ans. Encore 3-4 ans, là où les évolutions seront peut-être pas super rapides. Moi, j'ai vu des trucs de fou, là, au cours des 2 dernières années. Ouais. J'ai vu des trucs vraiment géniaux dont on va pouvoir parler, mais tu as besoin de quelqu'un qui te tienne la main, qui t'accompagne, qui te dise si ce que tu as fait, c'est bien ou pas. Et pour l'instant, la connaissance du copywriting, elle est encore dans nos têtes. Ce mix de mots, de poésie, de vente et de structure. Ça, je te dis, la structure, à la limite, ChatGPT, il a la structure. Il suffit que tu prennes, je sais pas, un livre, le guide du copywriting, et que tu lui dises, je viens de découvrir la structure BAB ou PAS ou AIDA, écris-moi un email pour mes clients pour vendre ceci, cela. Tu vois, voilà, c'est bon. Sur la structure, tu l'as. Mais qu'est-ce que ça vaut derrière ? Est-ce que ça va résonner de manière émotionnelle ? Est-ce que ça va créer vraiment la petite pointe de douleur et d'urgence et d'envie ? Vraiment d'envie. Tu vois, je sors là d'un call avec quelqu'un qui est très très bon en vente. C'est ultra intéressant parce que lui, il n'est pas tellement sur écoute les mots, à quel point les mots sont importants. Il n'est pas sur le savoir vendre. Sa formation, tu sais comment il l'a appelé ? Vas-y. Donner envie d'acheter. Ok. C'est tellement fort, c'est tellement malin, c'est tellement malin. C'est pas je deviens le meilleur vendeur du monde. C'est donner envie d'acheter. Le renversement de perspective, je le trouve sublime. Et ça, c'est pas ChatGPT qui va te le dire. Je crois que c'est Seguela qui avait sorti aussi cette formule, donner envie d'avoir envie. Je crois que c'est lui qui avait sorti ça. Ouais, ou Johnny. Ou Johnny, il y avait une chanson aussi, ouais. Mais ça, c'est plutôt bon. Alors, en fait,
Ouais, moi ce que je trouve, ce qui manque à ChatGPT, je le teste aussi, je fais des tests sur mes pages de vente, sur mes trucs et tout. Il y a un truc qui manque pour moi, clairement, et ça c'est normal, et il est pas prêt de l'avoir à mon avis, c'est le côté émotion au niveau expérience humaine, tu vois. Parce que lui, il a pas de vie, ChatGPT, il aime personne, il déteste personne, il a jamais vécu un échec, il a jamais vécu un problème de relation, un conflit à régler, il a jamais acheté un produit, il a jamais testé, je sais pas, une nouvelle voiture, il s'est pas mis au volant, il a pas vécu ces sentiments-là. Donc finalement dans ces prompts, ouais, c'est propre, Je veux dire, la structure elle est là, c'est cadré, Techniquement, si on était en université, on dirait, ok, au niveau théorie, nickel, vous avez respecté le plan, tout va bien. Après, au niveau de la pratique, de l'émotion, de l'hémisphère droit, il l'a pas. Non, on n'y est pas forcément encore. Alors maintenant, tu as ceux qui sont vraiment très très bons, qui vont te dire, non mais attends. Tu peux régler la chaleur de ton prompt parle de manière très froide, très universitaire, ou parle de manière très drôle. Tu vois, tu peux changer le tone of voice, la manière de parler. Tu peux vraiment tout changer. Et puis surtout, en termes de storytelling, on est beaucoup à s'être amusé avec des petits prompts. Salut, ma fille a 4 ans et demi, invente une histoire. Le héros sera, une licorne qui s'appelle machin. Je veux qu'elle évolue dans tel univers et que l'héroïne qui va sauver la licorne s'appelle Alma. Tu vois, c'est ma petite fille. Donc là, ça te sort des trucs qui sont un peu marrants et qui respectent la structure. Tu vas pas avoir de la vraie émotion tout de suite, mais il apprend aussi le storytelling. Il est au courant, il se nourrit, il lit les journaux comme nous. Et imagine, là, si je devais prompter en direct pour ma nouvelle formation, j'ai 2 personnes quand même, au fil des ans, quand je les prends au téléphone, j'en ai 2 qui m'ont appelé en me disant, écoute Célim, il faut que j'arrête mon travail parce que l'autre jour, je me suis endormi au volant, j'ai failli avoir un accident. Ah ouais, ça c'est vrai. Et ça, c'est pas possible. Ouais, mon job est en train de me tuer. J'ai 2 enfants. C'est pas possible. Il faut que je change quelque chose. Tu vois, rien d'en parler, je me mets la chair de poule. Je comprends. Le truc me met la chair de poule en me disant, mais elle est là l'émotion. Et ils sont combien? J'en ai combien qui me disent, tu vois, qui m'envoient des mails. Célim, je veux changer de job parce que le matin, je me lève. Je pars au travail à 6 heures du matin. J'ai 2 heures de voiture. Je vois pas mes enfants le matin. Quand je rentre le soir, ils sont déjà couchés. Je les vois que les week-ends. C'est horrible, je veux pas que ça dure. Ouais, c'est sûr. Tu vois, je sais pas effectivement si ChatGPT va pouvoir ressentir ça tout de suite, mais il va y arriver. Tu vois, de lui dire, fouille une collection, fouille un forum de motivation, trouve-moi les motivations exprimées par les débutants copywriters, trouve-moi les motivations pour une reconversion. Tu vois, tout simplement. Quelles sont les motivations les plus avancées par les gens dans le cadre d'une reconversion, et ajoute-y de l'émotion, un peu de storytelling pour mon bloc d'accroche sur ma page de vente. Je pense qu'il peut te sortir des trucs pas mal. Encore une fois, une question de prompt, tu vois. Et ça, nous, copywriters, on a ces structures, infusées. Parce qu'on a eu l'habitude de lire tout ça. Là, si vous voulez pleurer, tous, je vous invite à aller en ligne sur YouTube et d'aller regarder la pub pour la dernière Volvo. D'accord? Vous tapez pub dernière Volvo, ça va peut-être changer, faudrait que je trouve le modèle, je crois que ça doit être CX90, je crois. Vous rajouterez 2024 dedans parce que sinon... voilà, c'est ça. Pub Volvo, novembre 2024, elle dure 3 minutes. Storytelling, musique, vous finissez, c'est simple, moi j'ai appelé mon concessionnaire et je change, je vais récupérer ma Volvo demain après-midi. C'est n'importe quoi, tu vois, en termes d'émotion, c'est très 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 fort. Et pourtant, quand tu regardes la pub, classique storytelling, mais infusé d'émotion, genre du niveau du Intermarché, l'amour, ou des pubs Ikea, là. Il y avait une pub Ikea géniale où un jeune apprenait à danser, tu dis c'est pour draguer, tu vois, c'est pour séduire une jeune femme. Non, c'est pour aller faire danser sa grand-mère. Trop mignon. Excellent. Tu t'attends pas à ça, et c'était trop trop bien. Et toujours réfléchir, tu vois, regarde, je repense à une campagne pareille d'Ikea, où Ikea, ils avaient la campagne parfaite. Ils ont le produit en arrière-plan, et c'est des nourrissons, genre dans les bras des parents, et avec en dessous écrit notre lit machin, le 2e lit préféré de vos enfants.
Bah oui, parce que le mieux, c'est les bras c'est les bras Ouais, des des parents. parents encore. Ouais. Mais c'est tellement, tu vois, quand tu es parent, évidemment, t'es touché par ça. Et ça, je crois que ChatGPT, cette image-là, il aura vraiment du mal à la trouver, à mon avis. Bien sûr. Parce que ça, il faut aller la chercher. C'est dans le vécu que tu l'as, ça. Si t'as pas ressenti l'émotion d'avoir un enfant dans tes bras et de voir son visage comme il est tranquille et tout ça, apaisé, en sécurité et tout, ça, l'IA te le donnera pas. Hein. Bien sûr. Donc ton Mais métier... encore, tu vois, encore. J'ai envie de te dire, regarde, là, on est en train de le modéliser quand même. On est en train de juste modéliser tiens, ChatGPT, quelles sont les émotions? Va chercher dans une liste d'émotions vécues par les parents le soir, quand les enfants s'endorment, au cours d'une journée normale avec les enfants. Voilà les produits que nous vendons. Pourrais-tu nous créer un concept créatif, un slogan par rapport à notre lit et à la vie des enfants? Je sais pas, tu vois, il faudrait le tester. Ouais. Il faudrait en fait, c'est ça, prendre une pub telle qu'elle est actuellement, la décrire à ChatGPT et voir ce qu'il te sort. Ouais, ce qui ressort derrière. Tu vois Ouais, ce serait intéressant de voir un petit peu est-ce qu'il est capable justement d'aller chercher cette émotion que jusqu'à présent on retrouve pas vraiment dans ces textes. Mais alors c'est pareil, hein, si vous êtes en train de nous regarder là, n'hésitez pas, hein, si vous êtes des spécialistes de l'IA, que vous promptez comme des dingues, vous voulez nous montrer des exemples, on est preneurs, hein, on est ravis de voir un petit peu ce que vous réussissez à sortir de l'IA. Hein. Ça, on est vraiment preneurs, quoi. Donc Céline, si on résume un petit peu tout ce qu'on s'est dit, c'est que le copywriting, on en a toujours besoin. Savoir vendre avec les mots qui tapent juste, ça changera pas. En revanche, il y a des nouvelles technologies qui peuvent être une menace ou une opportunité. Alors menace, oui, parce que ça aura un impact économique, mais c'est valable pour les copywriters comme pour d'autres métiers de la com ou autres. Mais par contre, il y a quand même des opportunités. Il fait gagner du temps. Il nous emmène sur des axes de créa qu'on n'avait pas forcément imaginés. Il nous permet de tester certains angles, etc., et de pouvoir confronter un petit peu pour voir ce qui peut accrocher le plus. En gros, si je résume un petit peu, ton métier est pas mort, mais il évolue. Il évolue, mais comme à chaque fois qu'il y a une révolution technologique, là je lisais un post de John Egarty. Egarty, c'est un big boss de la pub en Angleterre. Ok, suivez-le, vraiment. Hegarty. John Egarty, il nous met une photo de Gutenberg pour nous dire, les gars, ce qu'on est en train de vivre. Révolution? Ouais, non, on l'a déjà vécu. Gutenberg, il fait quoi quand il invente sa presse au XVe siècle à Strasbourg? Bravo, Strasbourg, hein, évidemment. Tu regardes, et ben en fait, il va tuer le boulot des moines copistes. Les moines copistes, ils crient, ils sont pas contents. Ils veulent pas de cette Bible imprimée là sur du papier, on sait pas quoi, parce que ils ont perdu leur job. Oui, mais l'Église a dit quoi? Ah non, on veut pas de ça. Ouais, mais les idées, elles sont diffusées encore plus vite. On a déjà vécu ça, ok? Et pareil ensuite avec, c'est quoi le métier à tisser? Tu vois, pour les Lyonnais là, qui, comment tu disais, les ludites, ils ont détruit les métiers à tisser, la révolution industrielle, ils n'en voulaient pas. Ouais, mais c'est le jeu en fait. La voiture. Mais oui, c'était la fin des cochers. Mais évidemment, mais ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'il y a une révolution technologique, ça ne sert à rien d'aller contre. Bien sûr. Tu sais que la vague, elle est là, elle va pas faire demi-tour, donc à toi de l'adopter. C'est de notre devoir de l'adopter. Il y a des trucs qu'on voit qui sont très clairement débiles. Ok, quand je te dis débile, c'est que première fois que moi j'avais testé des lunettes, les premières Google de Snapchat et tout ça, bon, c'était pas fou, c'était pas au niveau, d'accord? Là, c'est en train de revenir, ils sont en train de s'améliorer dessus, mais moi j'attends mes lunettes de Terminator, j'attends mes lunettes de Vegeta, tu vois, pour pouvoir... Là, c'est Zuckerberg, il y a une semaine, il disait, les gars, en 2030, le téléphone, vous pouvez l'oublier, vous le sortirez beaucoup moins qu'avant. Ils ont tous investi massivement dans les lunettes. Parce que moi, tu vois, j'en porte. Ouais. Mais si demain, je suis en train de parler avec ma voix et que mes lunettes, elles captent, elles me donnent l'itinéraire, qu'elles me donnent 2-3 infos sur la personne en face de moi, enfin, tout ce qu'on a déjà vu dans des petits documentaires de science-fiction, mais ça va devenir une réalité. Et ça servira à quoi de dire, ouais, moi je suis un humain 100% bio, pas augmenté. Non, vas-y, joue, en fait, parce que tu pourras pas y échapper. Il y a des choses, quand je les vois arriver, je me dis, ça marchera jamais parce que c'est nul, parce que c'est vide de sens. Exemple, pour moi, quand j'avais vu Second Life, et quand ensuite tu revois les métaverses, tout ça, mais pourquoi faire sans rêve? Qu'est-ce que j'irais me perdre du temps
Quand je vois des entretiens de recrutement de Carrefour dans le métaverse, mais quelle perte de temps. Quoi. Faites-nous une visio, les gars. Ah, c'est de la com. Mais c'est de la com moderne. Parce que tu as 2-3 gars qui réussissent à vendre le concept. Tu vois, tu as une agence. Ouais, tout à fait, clairement, bien sûr. Mais c'est complètement vide. Alors que là, les lunettes, demain, là, il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu. Ultra intéressant. Ça ira plus vite. On est une civilisation, on veut gagner du temps. Donc, si ça va dans ce sens-là, je pense qu'on se doit de l'adopter. Ouais, de toute façon, tout ce qui nous permet d'aller plus vite, que ce soit plus simple, plus rapide, moins douloureux, moins cher, mais bien sûr. Ça coche les cases, c'est tout bon. Les lunettes pourraient le cocher. Ça. Tout à l'heure, tu nous parlais des nouveaux outils, justement, aussi par rapport à l'IA et tout. C'était quoi les outils auxquels tu pensais ? Écoute, en fait, moi, c'est surtout des exemples d'applications que j'ai vu et que j'ai trouvé complètement fou. Là, alors, premier truc, c'était en début d'année dernière. Ok, là, on enregistre, on est fin 2024. Mais fin 2023, comme chaque année, il y a eu les traditionnels vœux de Maurice Lévy chez Publicis. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait 100 000 vœux personnalisés. Et pas personnalisés avec un mail où il y a ton prénom dans l'objet du mail. Non, des vidéos par l'IA. Personnalisé. Comment ils ont fait ? Ils ont fait remplir à tous les salariés un petit formulaire où il fallait remplir quelques champs. L'IA, elle a sélectionné 3 champs et tu vois Maurice Lévy en train de faire genre du wakeboard sur une vidéo pour quelqu'un qui est fan de wakeboard. C'est ce niveau-là de personnalisation où on va arriver. Tu as l'IA aujourd'hui qui a été intégrée à tous les CRM. Par exemple, Salesforce. Je vous encourage à aller sur la page d'accueil de Salesforce où ils montrent les études de cas faites avec leurs clients. Il y a un client qui est Rossignol, le vendeur de matériel de montagne. D'accord ? Il t'explique que Rossignol, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires, mais d'une manière complètement folle furieuse, parce que dans leur base de données, ils ont les noms, ils ont les prénoms, ils ont les cartes bleues, ils ont quoi ? Ils ont le lieu d'habitation de la personne. Ils ont l'historique des achats, jusque-là, comme un CRM normal, d'accord ? Sauf que là, avec l'IA, tu prends les paramètres de la météo. Ok, vous habitez à Grenoble, ce week-end, ça va tomber, la neige. Vous avez acheté ça l'an dernier, peut-être mettez-les à jour. Boum, envoie du mail automatique. Ils ont cliqué, ils n'ont pas cliqué, il y en a un autre qui arrive derrière. Tiens, vous avez acheté ça, complétez avec ci ou ça. Dans 2 semaines, la météo, elle change, bim. Préparez vos vacances avec ci, ça. C'est complètement fou et c'est très, très, très personnalisé. Ça, c'est le premier truc. Vraiment, pour moi, le vrai enjeu, ça va être la personnalisation. Le deuxième point de ce que j'ai vu, et j'ai trouvé ça très, très bien, c'est un gars qui m'a envoyé une note vocale. Alors, je déteste les vocaux. Ne m'envoyez jamais de vocaux si vous n'êtes pas ma femme. Même elle, je les écoute pas. Tu vois, ça me fatigue. Pas gentil, ça. Mais non, mais la lecture force à la concision. Quand les gens t'appellent, que tu les connais pas, qui te laissent un vocal de 3-4 minutes, j'ai envie de leur dire, mais non, mais trouvez une femme, trouvez un mari, allez raconter votre vie à quelqu'un d'autre. Moi, je veux bien vous lire. Prenez le temps de synthétiser votre pensée, d'accord ? Désolé, je m'égare. Je reçois sur LinkedIn une note vocale de 59 secondes, donc déjà durée parfaite, d'accord ? Dépassez pas 1 minute, où ça commence par « Hey Célim !» J'entends un petit de micro comme ça, et après un message complètement standardisé. Il y a un outil qui permet au gars d'avoir toute sa base de données. Il a enregistré 2-3 textes avec sa bouche. L'IA derrière, elle a lu les 500 noms de sa base. Il a enregistré le message, le cœur du message. Et elle toque. L'IA, elle a monté les 2 trucs ensemble. Boum, 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 boum. Et toi, si t'es pas au courant, tu te dis, ah, trop gentil, il a vraiment enregistré une note vocale rien que pour moi. Mais c'est brillantissime. C'est brillant. Donc je lui ai demandé, c'est quoi l'outil, machin, j'ai pas retenu le nom. Mais évidemment, trop malin. Le dernier point, pour moi, qui est ultra intéressant, et c'est ce que je vais regarder beaucoup en 2025, c'est les IA de traduction. Ah oui, là, ça peut être bluffant aussi, ça. Je suis en train de te parler en français, mais tomorrow you can have Célim speaking English. Et les lèvres vont se mettre nickel dessus. C'est bluffant. Avec les lèvres qui sont dessus, avec un Célim qui parle japonais, qui parle indien, qui parle arabe, qui parle ce que tu veux, et j'élargis à d'autres marchés. Ok ?
Là, je pense qu'on est, il y a des trucs qui vont se passer. Les personnes qui arrivent à prendre rapidement la vague, ça va être foufou. Donc, il y a du bon, tu vois, pour la créativité, parce que je suis copywriter, mais je suis aussi forcément, quand tu es copywriter, tu as un œil éditorial sur le programme, sur le brand content, sur la stratégie de contenu. Et là, quand tu vois tout ça, tu te dis, mais attends, imagine, je peux démultiplier mon rendement en termes de création, et derrière, je peux personnaliser pour la vente. Là, tu as moyen de faire un carton. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc tu penses que le futur de ton métier, on peut pas le dissocier de l'IA? On peut plus faire à l'ancienne dans les prochaines années, de dire moi je suis un artisan copywriter, pas de machine, moi je fais tout à la main. Jouable ça ou pas? Alors écoute-moi, ce positionnement je le trouve super cool, c'est vraiment méga mignon, j'aime beaucoup. Mais mon client l'empreinte digitale, ou mon client Velux, ou mon client Glassdoor, ou mon client Decathlon, il veut quoi? Il veut un bon résultat. D'accord? Il veut du travail de qualité, livré dans les temps, à moindre coût. Et je te dirais même, il veut du travail de super qualité, livré plus vite, livré moins cher. Parce que sinon, il va le faire à l'autre bout du monde et ça va être vite fait. Mais même pas à l'autre bout du monde. Il va le faire avec un étudiant. Enfin oui, évidemment. Ouais, tout à fait. Tu sais, la géographie mondiale fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai des gens qui me contactent, qui sont soit Maroc, Tunisie, Afrique francophone, Madagascar, où les gars, juste, ils me livrent des textes, mais qui sont parfaits. Mais parfaits pourquoi? Parce que l'IA est derrière, malheureusement. Je leur dis, les gars, vous êtes vraiment mignons. Je fais le même en 3 minutes et surtout, j'insère mon vécu dedans, ce qui fera que le texte, il vivra. Là, votre truc, vous êtes mignons, hein, mais appuyez sur ChatGPT, je peux le faire aussi. Tu vois? C'est bon. C'est bon. Aujourd'hui, alors, ton positionnement de luxe, d'artisan du copywriting, oui, mais ce serait juste comment on dit, du virtue signaling. Tu vois, je signale ma vertu. Non, moi, je n'utilise pas l'intelligence artificielle. Ouais, ok, cool pour toi. Tu vois, c'est comme quand je vois des gens qui me disent, moi, je suis slow copywriter, mais fais ce que tu veux. Vraiment, débrouille-toi avec ton positionnement, mais ton client, il veut un résultat. Alors, tu vas avoir... En fait, dans ma réflexion, c'est ok, mais quelle entreprise derrière va te mettre un logo, nous employons des slow copywriters. Tu vois, aujourd'hui, tu as tout le monde qui va te mettre son logo Time for the Planet, 1% for the Planet, bio, vegan, tout ce que tu veux. Mais est-ce que tu crois vraiment que quelqu'un va te mettre nos textes ont été conçus par un humain garanti sans ChatGPT? Et le gars, il est en France et tout en plus. Ouais, non, mais d'accord, c'est vraiment du positionnement de niche et ça, c'est une micro-portion du marché. Il y en a. Je vois des gars, je vois en ce moment des personnes qui commencent à faire ça. Ok. Mais j'y crois pas. Tout simplement, si tu veux, la vague qui arrive, elle est tellement énorme que tu vas convaincre qui? Tu vas convaincre, les 2-3 anticapitalistes qui doivent quand même vendre, tu vois. Non mais, c'est super dur. T'as des gens qui ont vraiment un vrai engagement écologique pour la planète, qui font des savons naturels, des lessives naturelles. Mais même eux, il faut qu'ils vendent. Tu vois, il y a un moment quand on va leur dire, écoute, t'as un copywriter qui fait un boulot de ouf à seulement 400 € la journée et l'autre artiste à 900 la journée, là, il va choisir qui? Ouais, c'est clair. C'est clair. J'essaie de ne pas lutter contre le courant parce que j'ai pas d'énergie en fait. J'ai pas d'énergie à perdre sur des paris. C'est un pari risqué, tu l'as dit, c'est 1%, 2% qui feront peut-être ça. Je vais pas me positionner là-dessus. Moi, j'habite à Nice, à côté de chez moi, il y a l'avenue Jean Médecin. Alors, l'avenue Jean Médecin, c'est la grande avenue de Nice. Et à côté, il y a une petite rue très très mignonne qui s'appelle Alphonse Carr. Il y a des belles petites boutiques et tout. Et là, il y a des gars qui font des t-shirts en coton. Génial, hein. Le truc made in France, le truc organique et tout, super, très bien. Dans la boutique, les gars, il y a 3 personnes par jour. On fait 200 mètres, on va sur avenue Jean Médecin, on va chez Zara, on va chez Mango, on va chez H&M. Et tout le monde le samedi repart avec des caisses, des chariots entiers. Donc, il y a une question de positionnement aussi. La boutique avec les cotons organiques, je pense qu'elle va tenir 2 ans, grand max. Une fois qu'ils auront bouffé la trésorerie, c'est fini. Mango, Zara et tout, je suis pas inquiet pour eux, hein. Celui qui veut vendre aujourd'hui, il a plutôt intérêt à faire attention à son positionnement. Hein.
Bien sûr, et c'est, tu vois en fait, et ça c'est, il y a un monsieur, il s'appelle Rémi Babinet. Rémi Babinet, grand boss fondateur, je crois, de BETC, grosse agence française. Il vient de sortir ces jours-ci un bouquin aussi qui s'appelle Pas de publicité, merci, de couleur, de couverture orange, bien évidemment. Un truc bien, ouais. Elle aussi, parce que la com, comme ton orange, t-shirt, on a de l'énergie. Et t'as Léa Salamé l'autre jour qui l'interviewe et qui se dit mais pourquoi tous les gens détestent la publicité, détestent les publicitaires? Mais parce que on est le bras armé de la surconsommation. On détruit la planète. On pousse les gens à acheter des trucs. Tu vois, c'est ultra dur pour moi qui suis papa d'une petite fille de me dire merde, mais dans quel monde est-ce que je l'amène? Tu vois, là il y a un documentaire l'autre jour pareil sur Netflix qui s'appelle Buy More, acheter plus. Je l'ai vu, ouais. Mais oui, merveilleux. Il te montre toutes les stratégies et quand tu vois toute la pollution que ça engendre, le mal-être, l'esclavagisme, toutes ces choses-là. Moi, tu vois, je consomme assez peu, bizarrement. Pour être un bon copywriter, il faut consommer. Mais il faut consommer, à mon sens, de l'expérience. Tu vois, de l'expérience. Ouais. Moi, je consomme pas des habits, je m'en fous. J'ai très peu de fringues. J'ai arrêté cette époque-là où j'étais content d'avoir une nouvelle chemise tous les week-ends et tout. Non, c'est pas les fringues qui m'intéressent. Moi, je dépense trop en livres, je l'admets. Très bien. Je dépense en expérience, en restaurant, en voyage, en nouvelles expériences de vie. Mais les habits, quand tu vois tout ce qui finit dans les déchetteries, tout le drame, quoi, la pollution que ça engendre, tout le plastique, toutes ces choses-là. C'est vraiment pas bon et donc tu vois par rapport au positionnement, au côté un peu éthique, au côté moral, il faut réfléchir. T'as des copywriters qui, c'est marrant, pardon, je refais une dernière parenthèse, mais tu as un épisode comme ça et ça a vraiment existé, un épisode dans Mad Men où Don Draper, il écrit une lettre pour dire on arrête de travailler pour des cigarettiers. Tu vois, et là c'est vraiment, tu signales ta vertu. Oh non, nous arrêtons. Mais tout comme il y a des initiatives pendant les Lions d'Or à Cannes, tu vois, les Cannes Lions, d'interpeller toutes les boîtes qui font la communication pour Total, pour Exxon, pour Esso, tous les gens qui bossent dans le pétrole. Tu travailles dans le pétrole, ok, est-ce que t'as pas des marées noires sur les mains? Est-ce que t'as pas un peu de sang sur les mains? Tu vois, donc il y a cette question-là de copywriter, quand tu choisis tes clients, tu peux, moi j'en vois beaucoup, copywriter à impact, qui ne bosse qu'avec des startups green à impact, c'est génial. Franchement c'est bien, je les valorise, je les applaudis. Mais de l'autre côté, t'as McDo, t'as Coca, aussi ils font bosser beaucoup de monde. Les budgets ils sont quand même aussi parfois sur certains grands groupes. C'est ça. Moi je peux me dire en termes de virtue signaling, moi, je bosserai jamais pour McDo, vous m'entendez? Je bosserai jamais pour Coca, ni pour des cigarettiers. Mais de l'autre côté, tu vois, là, une fois que j'ai dit, je m'appelle Sydney Dorofer, vraiment, grande morale. Copywriter éthique. Horrible. La réalité, c'est que de l'autre côté, moi, je bosse pour des alcooliers. Je bosse pour Winamax, tu vois, c'est des trucs qui détruisent des familles. L'alcool, le jeu. Mais parce que j'estime que c'est pas dramatique. Pour moi, Coca et McDo, c'est vraiment dramatique. La cigarette, 2 grands-pères qui sont morts de la clope, tu vois, dramatique. L'alcool, j'ai vu ma famille détruite à cause de l'alcool aussi, mais pourtant, je suis adulte. Je choisis d'y aller à la bouteille. Je sais que c'est une maladie, mais si j'ai envie d'aller boire un coup, tu vois, c'est vraiment chacun a sa morale et tu te dis, tu fais bosser des gens en Écosse. Voilà, je suis très content de faire bosser des distilleries. Des distilleries artisanales, familiales, éthiques. C'est ça. C'est pour ça, tu vois, que le côté éthique, moral, il est ultra intéressant à mon sens. Moi, j'ai parfois des gens qui me contactent. Céline, moi, je veux être copywriter halal. Tu vois, vraiment, clairement, c'est généralement les musulmans. Parce qu'avec mon prénom, j'attire aussi une partie de la communauté musulmane. Où ils me disent, Céline, je veux bosser, mais uniquement du halal, pas du haram. Tu vois, donc ils vont bosser plutôt pour des banques de finances islamiques. Ils vont bosser pour des boulots qui sont validés moralement par leur imam. Mais ils iront pas dans des trucs dangereux moralement. Et ça, à mon sens, c'est chacun se gère. Tu vois. Clairement. Mais ce que j'aime pas, voilà, c'est quand on dit, oh moi je fais pas ça, oh non je fais pas ça.
fais ce que tu veux, tu vois, ça te regarde. Ouais, c'est clair. Ouais, chacun son positionnement, mais c'est vrai que le copywriting, c'est de l'art de vendre avec les mots, donc après on peut l'utiliser. Voilà, chacun mettra le curseur où il veut, dans les cases qu'il veut cocher, et puis. Mais le principe de base, copywriting, les amis, on peut se retrouver avec Selim dans 20 ans. Il aura un peu moins de cheveux, moi je serai peut-être plus toi, blanc. Voilà. Peut-être plus, tu vois, c'est ça le truc. Et peut-être qu'il y aura une nouvelle technologie. T'imagines le truc avec l'IA? On peut imprimer en 3D, pourquoi pas des cheveux, je veux dire. Ouais. Donc dans 20 ans, copywriting sera toujours là, le principe il est le même, on vend avec les mots, et c'est pas un truc du 20e siècle ou du 21e siècle, c'est de toute éternité qu'il y a eu des vendeurs, même si on regarde bien sur les marchés autrefois au Moyen-Âge, quand on regarde les anciennes affiches de ce qu'on peut trouver de traces de gens qui venaient, qui étaient des colporteurs et tout, bien sûr. C'est déjà du copywriting, c'est déjà de l'AIDA souvent, c'est déjà le pouvoir des mots, quoi. Ton premier A dans AIDA, dans ta structure, c'est le poissonnier dans Astérix Exactement, qui te dit il est frais mon poisson. C'est clair. Oui. Évidemment, sur un marché, tu cries pour attirer l'attention. Et en ligne, à toi de te débrouiller sans mettre de majuscules pour crier, tu vois. Comment faire pour être repéré en ligne? Et ça ne changera pas. La mécanique aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui on est quand même passé. La vraie révolution, c'est que on est passé d'une civilisation de l'écrit à une civilisation de l'image. Depuis les années 60 et vraiment la démocratisation de la télé. Nos téléphones. Ça ils ont accentué, hein. Ça accentue ça. Hein. Qu'une accélération. Ouais, tout à fait. Mais on reste sur. On était dans de l'écrit. Désormais, on est dans de la vidéo, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de copywriters doivent apprendre. C'est vraiment un sous-genre, une sous-catégorie, mais qui est ultra importante. Comment tu écris une vidéo de vente? Comment tu écris une pub vidéo sur YouTube? Comment tu écris les vidéos de Stan Leloup? Tu vois, on parlait de Marketing Mania tout à l'heure. C'est exactement ça. Il n'est pas là en train de les écrire lui-même. Il a des teams, il a une équipe. Et tu as des gars qui écrit, t'as un gars qui écrit sa vidéo, il va faire toutes les recherches, et ensuite tu dois réfléchir. Ok, scène d'intro, boum, comment je mets de l'action dedans? Ok, j'ai vu l'an dernier, je crois, une vidéo où Stan Leloup il te dit regardez, là dans mon prompteur que je suis en train de vous lire, là il y avait un moment blague pour provoquer en vous de la dopamine. Tu vois, c'est vraiment un bon copywriter aujourd'hui, il doit maîtriser tous les formats. Ouais. Surtout ces formats, qui sont encore un peu nouveaux. Les formats TikTok sont encore quelque chose de nouveau aussi, vidéos courtes, avec le temps d'attention qui s'est réduit. Aujourd'hui, tu parlais de la matrice AIDA, le premier A qui est indispensable. Hein. S'il n'y a pas l'attention, vous aurez ni l'intérêt, ni le désir, ni l'action. Ça commence vraiment par le A. Mais attention, parce que le temps d'attention aujourd'hui, c'est, on connaît l'histoire du poisson rouge et tout. Hein. Ouais, bien sûr. Moins de 8 secondes. Donc, c'est pour ça que il faut être impactant tout de suite, quoi. Les premiers mots, les premières images, les premières secondes. Tapi disait, je crois que c'était la règle des 3:30. Je sais plus, il faudrait retrouver ça. Je sais pas si tu connais. Les 30 premières secondes, les 30 premiers mots, les 3 premiers gestes. Tu vois, quand il rencontrait quelqu'un, il disait, moi, je cerne tout de suite quelque chose. Je crois que c'est la règle des 3-3 ou un truc comme ça. C'était les 3 premières secondes, les 3 premières impressions, les 3 premiers mots, un truc comme ça. Et il calculait tout le monde comme ça. Il avait assez compris que l'attention, elle devait se capter tout de suite, quoi. Donc aujourd'hui, dans le monde de la com, tu le vois, faut aller vite et il faut capter tout de suite l'attention, quoi. J'ai un pote qui m'a fait rire l'autre jour, mais il a complètement raison. Et ses statistiques le prouvent. Lui, il tourne beaucoup de vidéos verticales, donc que ce soit pour TikTok ou pour Instagram. Et en fait, il me dit, je te promets, juste dans les 5 premières secondes, il faut que ça bouge dans tous les sens. Et alors, tu vois sa vidéo, il fait « Salut, comment ça va? Aujourd'hui, je vais te montrer. » Et il a les bras qui bougent dans tous les sens, à montrer des trucs ou à faire un truc bizarre, tu vois. Là, l'autre jour, je le voyais. Alors, vous pouvez aller regarder parce que c'est très drôle, il est très gentil. Il fait de la mode masculine. Il s'appelle Very Good Lord. Il s'appelle Arnaud. Ça. Coucou Arnaud, si jamais tu entends. Salut Arnaud. Là, hier soir, je crois que j'ai vu une vidéo de lui où tu le vois dans sa maison et il a une hache à la main et il coupe une bûche, tu vois, tout en te servant le texte. Et c'est exactement ça. T'as une intro et écoute, j'ai oublié ce dont il parlait. Je sais que c'était plus une montre, c'était un look. Ah ouais, comment porter ta veste Barbour,
tu sais, la marque anglaise, voilà, et il te montre 3 looks, mais la vidéo, elle commence comme ça avec lui en train de fendre une bûche, et forcément, t'es hooked, tu vois, t'es directement accroché, parce que l'accroche, elle est complètement what the fuck, elle est insolite, elle est inattendue, et aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes, quand on va leur dire bon ben il va falloir créer un petit peu, non mais moi je suis quelqu'un de sérieux, mon travail, je suis un expert, je peux pas faire n'importe quoi. Je suis fiscaliste moi, monsieur. Tu vois, oui, voilà. Mais c'est ça. Je suis comptable, je peux pas. Non, viens. Ouais. Et c'est marrant parce que j'ai revu hier un post passé d'une jeune ghostwriteuse sur LinkedIn où la photo est géniale. T'as un plateau de Monopoly avec des cartes de Uno dessus. Elle dit, en fait, tu peux pas jouer au Monopoly avec les cartes du Uno. Tout comme tu peux pas venir sur la plateforme LinkedIn et me dire que tu veux pas jouer à l'influenceuse, machin, tout ça. Non, il y a des codes. Tout comme aujourd'hui, tu peux pas être sur Instagram et juste faire des photos de toi. Parce que c'est devenu une plateforme vidéo. Tu vois, les codes évoluent et un bon copywriter, c'est aussi quelqu'un qui se tient au courant de l'évolution des formats et ça va tellement vite. Tu sais, TikTok, tous les jours, tu as 2-3 trends minimum qui émergent, mais vraiment, je dis minimum. Et sur une année, moi, j'adorerais que quelqu'un prenne le temps de nous faire un récap de tous les trends bilan de 2024, le bilan des pires trends de l'année. Parce que moi, je suis pas sur TikTok, donc je rate vraiment 99% de ce qui s'y passe. Ce qui émerge, ce qui arrive jusqu'à moi, il faut vraiment que ce soit le top de l'iceberg. Tu vois. Mais pour quelqu'un qui demain aura envie de se former au copywriting et au hook, bah go, let's go. Vraiment, passer du temps là-dessus. Je me suis lancé au format court il y a une dizaine de jours. Maintenant, voilà, c'est ma strat pour fin 2024, je commence, et 2025, je veux bétonner là-dessus. Il faut vraiment que je tienne le rythme. C'est une petite vidéo courte d'1 minute, 1 minute 30 par jour. Ça oblige à la concision. On se retrouve dans l'esprit de Twitter un petit peu au début, les 240 caractères. Faut résumer, faut aller à l'essentiel. Mais honnêtement, le schéma, il est quand même assez sympa. Alors c'est vrai, toi et moi, on est nés au XXe siècle, évidemment, donc on a connu la rédaction, puis après les pages de vente bien rédigées, un peu longues et tout, pour essayer de rentrer dans la tête du gars. Maintenant, il faut faire le même exercice en 1 minute, quoi. Et en plus, t'es en concurrence avec 100 000 personnes qui sont peut-être aussi, même encore bien plus brillants que nous, quoi. Oui, mais c'est pas pareil. En fait, c'est clair. C'est que là, ce dont on est en train de parler, sur de la vidéo verticale qui doit aller vite, vraiment, qui doit briller et exploser dans tous les sens, là, dans ton entonnoir de contenu, tu es en haut, tu es à l'ouverture, tu es top of the funnel, tu vois, parce que moi, mon bas du funnel, mon bottom, ça reste ma page de vente. Et ma page de vente, peu importe que la personne elle soit arrivée via une pub, via le guide du copywriting, via la chaîne YouTube, via le blog, peu importe d'où elle vienne, elle va finir par se retrouver là. Et là, je suis plus là pour l'amuser. Je suis là pour l'amuser et attirer son attention sur une vidéo verticale, mais sur ma page de vente ou sur ma vidéo de vente, là, on va vraiment discuter de ces vraies douleurs et de pourquoi tu veux te reconvertir et devenir copywriter. Et ne viens pas, marketing répulsif, ne viens pas si tu penses que ça va être vraiment facile, parce que c'est pas facile. Tu vois, c'est vraiment du Churchill, quoi. C'est du sang, de la sueur et des larmes. Exactement. Oui, il y en a 4 en fait. Tu vois, nous, on l'a résumé en du sang, de la sueur et des larmes, mais en fait, il dit 4 trucs. Il dit 4 trucs du travail. Ah, du sang, de la sueur. Il faut la retrouver en entier, mais il dit 4 choses. Je vais regarder pendant que... Blood, sweat and tears. C'est comme ça qu'on l'a résumé. Mais je crois qu'il te rajoute... Attends, si tu trouves la full formule... Attends, j'ai su là. C'était un tout petit peu plus long. Il y avait un 4e. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Voilà. Et du travail, du labeur, évidemment. Du travail au lieu de labeur. Blood, toil, tears and sweat. Exactement. Ah ouais, c'est vrai, tiens, j'avais pas fait attention à ça. Mais Churchill, la base, pour quelqu'un qui veut apprendre le copywriting. Quel orateur. C'est vraiment vrai. Là, tu sais, je suis en train de relire un bouquin là, qui s'appelle Votre parole vaut de l'or. 25 règles pour convaincre. Amélie Blanquert, c'est ça, on regardera la référence. Exactement, Amélie Blanquert. Et génial, parce que ça te remet dans le bas. Là, j'en ai acheté 3. Le week-end dernier, j'en ai déjà plié 2. Allez, donne-nous tes refs. Yes. On va rentrer dans la bibliothèque de Célim. J'ai lu, là, le dernier Clément Viktorovitch, sa pièce de théâtre, L'art de ne pas dire. Ok. Où en gros, il
il invente, c'est une pièce de théâtre, ça doit durer à peine 1 heure, je pense. Il joue le conseiller de Macron. Il dit pas que c'est Macron, évidemment, hein, mais il imagine un peu tous les tips qu'il a donnés et comment ça a été appliqué et comment à la fin il se fait virer honteusement. C'est rigolo, mais après, la deuxième partie du livre est géniale aussi. Il décrypte tous les mots vides de sens utilisés par les hommes politiques. Okay, et au-delà de vides de sens, mensonger. Mensonger. La phrase la plus folle, c'est l'application, comment ça s'appelait ? Tous anti-Covid. Non, au début, c'était Stop Covid. Ouais, c'est vrai. Devenu tous anti-Covid. Ouais. Et il dit quoi ? Il dit non, ce n'est pas un échec. On peut dire que ça n'a pas marché. Pardon, mais quelque chose qui n'a pas marché, c'est un échec, tu vois. Mais non, ce n'est pas un échec. C'est de la dinguerie. Je me suis acheté aussi. La parole est un sport de combat, ouais. Ouais, La parole est un sport de combat parce que je ne l'ai jamais lu, donc je vais me lire ça. Très. J'ai beaucoup vu ce livre. Ouais. Je l'ai pas lu non plus, mais j'ai vu une belle exposition autour. Ouais. D'accord, mais tu vois, c'est pas bien loin. Hein. La parole, c'est les mots, quoi. Mais la parole, il y a un autre truc, c'est que tu le joues, tu l'incarnes. Il y a le rythme, il y a le ton, il y a le regard, il y a toutes ces choses. Avec la parole, tu as un feedback immédiat. Nous, dans le copywriting, c'est beaucoup plus dur. C'est bien mieux. Enfin, c'est bien mieux en termes de défi parce que moi, quand j'ai appris le copywriting, il y avait une citation qui m'était restée en tête, c'est que on te dit un commercial, il a un avantage sur toi. Il va frapper à la porte et il voit direct si Mireille, elle est réceptive ou si elle est refermée sur elle-même. Ouais. Tu vois, il peut adapter directement. Tout comme un comédien de stand-up, il est sur scène et soir après soir, le public. Lui, il peut sentir le public, il enregistre, il débriefe avec sa team et il change la vanne le lendemain. Tu vois, quand tu regardes des documentaires sur l'écriture de Friends, la série, les gars, ils enregistrent en direct, ils répètent la semaine, ils enregistrent en direct devant le public. Mince, la vanne est là, pas fait mouche. Attends, on arrête tout. Tous les auteurs et même les acteurs se mettent comme au rugby en mêlée et ils réécrivent un truc à la place. Mais c'est merveilleux, tu vois, parce que tu as eu le retour directement. Nous, copywriters, c'est beaucoup plus dur que ça, parce que moi, je dois anticiper les objections en amont. Je dois avoir un dialogue imaginaire, anticipé, avec mon prospect. Au début, mon prospect il va dire pourquoi je regarde ça ? Ok, attirer l'attention, susciter son intérêt. Et ensuite, attends, mais je suis pas très bien rassuré, moi je te connais pas. Et puis t'es qui, toi ? Mais c'est ça. T'es qui ? En quoi c'est nouveau ? J'ai déjà fait 2 formations en copywriting. Prouve-le, mon gars, que ça marche. Prouve-le. Est-ce que c'est garanti ton truc ? Tu vois ? Et tu as toutes ces questions auxquelles notre longue page de vente se doit de répondre. Donc c'est génial. C'est vraiment génial. Excellent. Ouais, c'est ça le défi. Ouais. C'est que t'as pas l'interaction, quoi. Tu sais pas, le gars, t'es pas devant lui, il est pas en train de réagir avec lui, alors que le vendeur, il peut faire, quoi. Il s'adapte. Ouais. Ok. Célim, est-ce que ça vaut encore le coup d'apprendre le copywriting aujourd'hui ? Ouais, j'ai l'impression que oui, d'après tout ce que tu nous dis. Hein. Plus que jamais, franchement, plus que jamais. Parce que, en fait, que vous vouliez lancer un business ou que vous vouliez écrire pour d'autres personnes, vraiment, vous écrivez pour les autres, vous êtes copywriter. Vous lancez votre propre business, soit vous allez payer des copywriters cher, soit vous le faites vous-même. Et vous le ferez d'autant mieux que vous le ferez aussi avec l'aide de ChatGPT ou de n'importe quelle IA. D'accord ? Mais il faut déjà comprendre tout ce qu'on va lui demander à l'outil. Et pour ça, il faut apprendre le marketing, il faut apprendre le copywriting. Parce que nous, le copywriting, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que on arrive en bout de course, tu vois. 40%, je vais dire allez, la moitié du travail, c'est vraiment déjà de connaître les clients. Tu commences avec les clients. En 40%, c'est le marché. Qui sont mes concurrents ? Il y a quoi en face ? Et c'est seulement à la fin, une fois que tu as fait toute cette étude, que là, tu débarques, copywriter. Ok, vous m'avez fait un produit, vous connaissez les clients, vous savez quel est l'état du marché, on a tout, on a votre positionnement, allez, c'est parti. Et là, maintenant seulement, je vais rédiger. Moi, je suis le papier cadeau autour du truc, tu vois. Mais un mauvais produit, je vais pas le sauver. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Tu peux pas. En fait, le copywriting va te faire gagner du temps. Un bon copywriter, il te fait gagner du temps parce que s'il te fait une bonne campagne de pub et que derrière, il n'y a rien qui clique, ou alors que les gens cliquent au contraire sur la pub et arrivent sur la page de vente ou la fiche produit mais que personne n'achète, là, tu as compris un truc. T'as un bon copywriter, mais tu as un mauvais produit. Ouais. Tu vois ? Donc en fait,
il va pas te sauver un mauvais produit, il va faire grossir les défauts. Tu verras plus vite les défauts de ton produit si tu as beaucoup de trafic sur une page et que personne ne clique. Ouais, tout à fait. Ouais, le copywriting va pas, enfin, globalement, ça va pas te faire vendre un produit invendable, quoi. Oui, peut-être ça peut forcer dans certains cas, tu vas quand même réussir à faire un petit peu de business, mais si le produit est pas bon, s'il y a pas un vrai besoin, si tu réponds pas à ce besoin, si t'es pas le fit to market, de toute façon, copywriting ou pas, à part d'amener du trafic sur la page de vente, mais c'est pas ce qui va faire forcément convertir, quoi. Non. Donc c'est pour ça que c'est ultra intéressant de l'apprendre, parce que même en fait, moi on m'a toujours appris, tu sais, c'est faire avant de faire. D'accord. Et c'est la logique, pareil, quand tu lis dans les grands groupes, avant de mettre les héritiers au grand poste de responsabilité, conseil d'administration. Tous les héritiers Muliez du groupe Auchan Décathlon, ils commencent quand même chef de rayon, tu vois. Même s'ils savent que c'est fast track derrière, ils vont pas avoir un parcours où ils vont faire 10 ans dans les rayons, non. Ils savent, ils vont faire 3 mois, 6 mois, mais ça va beaucoup plus vite. Mais au moins, derrière, tu comprends ton interlocuteur. Donc, faire une formation en copywriting, ça te permet derrière d'avoir les bons mots pour communiquer avec ton copywriter. Ça te permet d'évaluer le travail qui te rend aussi. Et puis, ça te permet de gagner du temps. En fait, si tu n'as pas envie d'employer un copywriter, fais-le toi-même. Parce qu'au fond, c'est toi l'expert. Tu vois, mais si tu es couvreur, si tu es pisciniste, c'est toi qui as les mots. C'est toi qui as ce vécu au quotidien. Donc, gagne du temps. Fais-le toi-même. Apprends à écrire, apprends à vendre et fais-le toi-même. Toi, c'est ce que tu proposes, Selim, justement. Alors, au-delà, tu as une activité aussi de copywriter, mais tu proposes aussi de former des personnes au copywriting, hein? Bien sûr, ouais. Je fais ça depuis 4 ans maintenant, depuis 2020. Et c'est très très chouette, tu vois. Il y en a un peu pour tous les niveaux, je dirais, et toutes les bourses. Hein. T'as forcément, j'ai structuré l'offre, une offre d'entrée de gamme qui permet de recopier les meilleures pages de vente. Ça s'appelle Copy Money. J'ai l'offre intermédiaire en 10 semaines de formation. Ça s'appelle le protocole 10x10. Parce que pendant 10 semaines, tu reçois un épisode par jour qui dure 10 minutes. Ok, donc 10x10. Vidéo, c'est un épisode vidéo, c'est ça? Ouais. Ok. Et l'offre, on va dire high ticket, c'est l'accompagnement pendant 1 an. Parce qu'en gros, l'offre intermédiaire, c'est des gens qui sont ultra pressés. L'offre d'accompagnement sur 1 an, c'est généralement des gens qui ont signé une rupture conventionnelle, qui ont un peu de temps devant eux et qui ont vraiment envie de prendre le temps, d'être prêts. Ou même c'est des gens, tu sais, ils ont leur job, ils n'ont pas envie de lâcher la branche qui est solide tant qu'ils ne sont pas assurés que le copywriting derrière c'est solide. Ok. Tu vois, justement, c'est quoi le parcours que tu vois chez les personnes ça demande, je sais pas, un talent incroyable, ou alors c'est à la portée de tout le monde, mais enfin il faut avoir une certaine sensibilité au départ. Il y a des fois où ça marche pas, des gens trop hémisphère gauche, je sais pas. Ouais, il y a vraiment 2 profils. Il y a vraiment 2 profils, c'est que tu as ceux qui arrivent avec déjà un bon vécu à l'écrit, des fonctionnaires. Je peux avoir des policiers, je peux avoir des militaires. Je sais que vous n'êtes pas fonctionnaires, mesdames et messieurs, mais vous avez rempli des rapports. Ok. Tu as beaucoup d'éducation nationale, beaucoup de soignants. Mais tous ils pètent un câble. Et c'est là que tu te rends compte vraiment de l'état de la France. Hein. Ils te racontent leur quotidien, tu fais waouh, courage à vous, quoi. Vraiment, bravo, force. Donc, tu as tous ceux qui sont épuisés mais qui savent écrire. Et tu as ceux qui arrivent du commerce, qui ont déjà vendu, qui ont fait de la vente en magasin, qui ont été banquiers, quand je dis banquier, tu vois, au guichet, ou qui ont contact avec la clientèle, quoi. Exactement. Des vendeurs de chez Célio, des gens qui ont eu ce rapport de vente, contact avec le client. Ils arrivent tous les deux avec les 2 bonnes branches de l'équation, et il n'y a plus qu'à mélanger tout ça, tu vois. Et ça, c'est ce qu'ils vont apprendre, du coup. Apprendre à écrire, apprendre à vendre, apprendre à écrire pour vendre. Là où ça mord pas, là où ça ne fonctionne pas, c'est sur des personnes qui n'ont pas les bases en termes d'écriture. Parce que si t'as pas les bases en termes de vente, mais tous les jours, tu as acheté des trucs. C'est clair. Je vais pouvoir te l'apprendre. Je vais pouvoir te décrypter pourquoi tu as acheté un t-shirt Nike et où est-ce que tu as acheté tes lunettes chez Afflelou ou chez Atoll, les opticiens. Tu vois, et on va prendre vraiment des exemples concrets pour qu'ils comprennent. Ah ouais, c'est ça le marketing. Ah ouais, c'est ça le copywriting.
tu vois. Là, tu leur apprends sur des exemples concrets. Mais quelqu'un qui a vraiment des difficultés en écriture, ceux-là, je les prends plus. Vraiment, au bout de 2 exercices, je les rembourse. Parce que même avec ChatGPT, même avec Antidote, même avec Language Tool, même avec n'importe quel correcteur automatique, quand t'as pas les bases de l'expression française, ça va être super dur. Ouais, bien sûr. Ouais. Et je dis vraiment l'expression française parce que j'ai des clients qui sont togolais, congolais, sénégalais, algériens, tunisiens, marocains, mais qui parlent un français parfait et qui sont très très forts dans les textes qu'ils me livrent. Tu vois, donc salutations aux Canadiens, aux Suisses et aux Belges, aux Luxembourgeois bien évidemment, mais toute la francophonie, en fait, quand tu maîtrises, tu maîtrises. Ceux qui ont arrêté très très tôt, tu vois, en fait, j'ai eu le cas avec par exemple un monsieur qui est à fond dans la vente, tu vois, parce qu'il il fait des marchés, il connaît. Son écriture, son orthographe, c'est vraiment trop dur. C'est trop. Il part de trop loin parce qu'il a été déscolarisé genre à 13 ou 14 ans. Tu vois. Et les lacunes, elles sont trop grosses pour que je puisse venir combler ça. Donc je sais qu'on peut pas. On peut pas y arriver. Et ça me navre, tu vois. Malheureusement. Et d'autres vont leur vendre des. Mais si, tu peux, t'inquiète, parce que le copywriting, c'est écrire comme on parle. Ouais, mais non. C'est pas la réalité. C'est qu'il y a quand même des règles, pardon, mais tu peux pas mettre 5 virgules sur 6 mots. C'est clair. Pas possible. Tu vois. Et tout ça, je pourrais leur donner les règles quand même. Ça rentrerait pas. Tu vois, donc là-dessus, je suis un peu fataliste. Moi, je leur demande toujours au téléphone, vas-y, dis-moi que tu sais écrire. Dis-moi les bases en écriture. Et ils peuvent ne pas avoir de base en vente. Ça, je m'en fiche. Parce que je sais que ça, je peux leur apprendre. En revanche, base de l'écriture, s'ils les ont pas, ça va être très compliqué. Et cette nouvelle génération qui arrive, qui lit pas, qui a pas lu, qui a pas beaucoup lu, qui sait écrire surtout en langage SMS, machin, beaucoup de fautes d'orthographe, problèmes de syntaxe. C'est pas bon. Ça va être compliqué, Écoute, alors, c'est pour ça aussi que ce n'est pas ma cible. Ok, j'en ai eu 2-3 au tout début en 2020. Mais ils vont arriver, par contre. Prochaine génération, le prochain wagon, c'est eux. Oui, dans 5-6 ans. Ouais, mais je pense que c'est pour ça qu'on est encore là, nous les vieux. On sera encore là pour leur tenir la main et les aider. Moi, je vois effectivement beaucoup de professionnels qui écrivent très très mal, mais il faut savoir que c'est pas bon pour les ventes. C'est vraiment, c'est nuisible, ça nuit à vos ventes. C'était estimé de l'ordre de 13 à 14% de pertes. Ok. J'ai un article là-dessus vous pouvez taper le vrai coût des fautes d'orthographe avec plusieurs études qui expliquent vraiment ce que ça engendre comme perte. Et moi, je bosse pas avec des trop jeunes qui auraient pas le niveau parce que ils ont l'envie, ils ont la rage, ils sont motivés, mais ils partent de trop loin. C'est sûr. C'est pas possible, tu vois. C'est que il y a des règles, il y a des conventions. Là récemment, j'ai vu un bouquin sortir sur les bonnes conventions, la bienséance business. Tu vois, je sais plus comment il s'appelle le bouquin, mais sur les bonnes manières dans le business. Mais je reçois des trucs parfois, des relances où les gars vont me relancer avec un point d'interrogation. Pardon, mais je suis toujours pas ni ta mère ni ta copine. Tu vois, on se connaît pas. T'essaies de me vendre un truc. Là, l'autre jour, j'ai eu quoi ? J'en ai un sur Instagram. J'ai cliqué une première fois. Le message était nul. Je m'en fous. Je dis non merci. Ok. Il renvoie derrière. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi ? J'ai pas répondu. J'ai pas le temps. Tu vois, mon temps, c'est pour mes clients. C'est pas pour toi. Je suis pas là pour t'apprendre à prospecter. Ou alors paye-moi. Tu vois, vraiment, paye-moi. Tu sais pas qui me renvoie un truc. Oh là là, Célim, il m'a laissé un vu avec des emojis, je l'ai méprisé ou quoi. Mais non, je te méprise pas, c'est juste je m'en fous. En fait, je t'ai dit non une fois, tu continues, c'est bien, t'es persévérant, t'es un vrai commercial, mais j'irai pas plus loin que ça. Tu vois, et c'est une attitude, je vais pas dire qu'il manque d'élégance, parce que c'est pas vrai, on peut pas tous généraliser, mais il y a une fragilité et c'est vraiment mis en avant dans des études où ils te disent les messages, la communication interpersonnelle, ils deviennent mauvais en conversation. Et tu as dû lire comme moi peut-être une étude sur le téléphone. On serait à 50% dans leur génération de gens qui ont peur de décrocher au téléphone, ça leur provoque des crises d'angoisse. Ah non, j'ai pas vu ça, tu vois. Ouais, d'accord. Téléphone phobie, je sais pas comment on appelle ça. Vraiment. Mais ok. Écoute,
je comprends. En même temps, ils mangent peut-être beaucoup plus d'écran que moi toute la journée. Ils sont peut-être beaucoup plus anxieux et la planète va mal et la conjoncture économique n'est pas bonne Pas non extraordinaire. plus. Donc, ouais, non, mais j'imagine que ça doit être très dur pour eux. Tu vois, c'est juste, je vais pas dire c'était mieux avant. On va pas faire les vieux cons à notre âge. C'est différent. Ouais, Voilà. c'est sûr. Ils ont des références qui sont différentes. Regarde, hier soir, je regardais un truc parce que je consomme beaucoup de formats différents pour me tenir au courant de ce qui se passe. Et il y a un gars qui s'appelle Loris Giuliano, d'accord. Okay. Il fait des vidéos très rigolotes où il a un format. Il est dans une voiture, il conduit dans Paris avec son invité. Ok. Il a fait des grands acteurs de cinéma, il fait des grands chanteurs. Et là, il arrête d'être juste sur YouTube et il a été acheté son format par Canal+. Okay, donc j'ai là, vu. ça y est. Ouais, j'ai vu Okay. qui ça, ouais. Christian Clavier. Premier invité, Christian Clavier. Ben, tu vois Christian Clavier qui a 72 ans. Dans Paris, il lui parle des monuments d'Henri IV, de Napoléon, de tout ça. Et l'intervieweur à côté, ah, je connais pas. Ah non, je connais pas. Et il reconnaît lui-même, il dit non, mais je manque de culture, mais en fait, c'est parce qu'il s'en fout. Tu vois. Et il lui pose vraiment cette question, mais ça va m'apporter quoi de savoir tout ça? Tu vois, il pose vraiment la question Ouais, je comprends. ça Ouais. va m'apporter quoi? Moi, j'ai eu cette discussion avec une personne très héroïste. À l'époque, c'était en 2003. Tu vois, donc j'ai 20 ans à l'époque. Et on est dans un train. En face de moi, tu as la trésorière du bureau des étudiants. Elle est en 2e année, je suis en 1re année d'école. Et elle me voit lire un roman. Elle me dit, mais pourquoi tu lis un roman? À quoi ça te sert? Est-ce que ça va te faire gagner de la thune? Ouais. Tu vois? Et là, je me dis, ah ouais, elle est dans un futur dans lequel je suis pas. Des années plus tard, genre 7 ans plus tard, un autre gars, moi tu sais, moi j'adore, mon émission préférée de toute la vie, c'est Question pour un champion. J'y suis allé 2 fois. Auquel t'as participé d'ailleurs. Oui, je me suis fait rétamer en finale la Oui, t'as première fait fois finale là. en 2011 et ensuite j'ai gagné en 2018. Mesdames et messieurs, vous avez le vainqueur de l'édition des questions pour un Japon. Non mais c'était cool, tu vois, j'adore. Excellent. Ça prouve que t'as de la culture. Hein. Mais il y a un gars en face de moi qui me dit pardon, mais ça te sert à quoi? Est-ce que tu fais plus de thunes en sachant que Napoléon il s'est sacré lui-même empereur le 2 décembre 1804, ça t'avance à quoi? Putain, mais je sais pas, c'est l'histoire de France, c'est trop cool, c'est trop bien. Et que sur le tableau, il y a sa mère et que sa mère, elle n'était pas au sacre. Donc il y a une usurpation là-dessus. Et voilà, tu vois. Et par rapport à tout ça, moi, ce qui est important, c'est qu'on puisse parler. Mon client, je veux qu'on puisse aller prendre un café. Ok, une demi-heure, 1 heure, je peux le tenir. Mais viens, toute une soirée au resto, 3 heures. T'es qui? C'est quoi ton truc? Tu fais que du travail. Il y a que ça qui t'intéresse et tu ne sais rien de ce qui se passe ailleurs. Mais il y en a pour qui ça marche. Tu vois, moi j'ai rencontré, mais toi aussi, t'as dû rencontrer des businessmen qui te disent l'actualité, je vais pas écouter ça. Ça m'intéresse pas, je m'en fous. Qu'est-ce que ça change à mon business? Tu vois? Ouais. Et je les comprends. Je comprends leur point de vue. Moi, je suis copywriter. La créativité, en fait, elle se nourrit. Je suis obligé. Ouais. Et j'ai la chance d'avoir, en fait, toujours été comme ça. Et c'est devenu mon travail. Tu vois? J'ai mis à profit un trait de caractère dans mon travail. C'est pas, on m'a dit qu'il fallait être curieux, donc je suis devenu curieux pour le travail. Ça, je crois pas que ça marche bien. Ouais. Tu vois, l'autre jour, sur un plateau télé, j'ai entendu un grand avocat du barreau parisien, mais vraiment une superstar, qui aujourd'hui est à la retraite. C'était vraiment passionnant. Et journaliste lui demandait dans l'échange et tout, il disait en quoi ça a changé aujourd'hui le métier, comment vous le faisiez auparavant. Mais il disait, mais nous on avait de la culture, quoi. Les avocats, on avait de la culture. Quand il y avait le procureur général qui sortait un truc, on essayait de le démonter avec une autre référence. Il disait, mais c'était une joute, c'était incroyable. Il disait aujourd'hui, les avocats, ils sont très jeunes, ils sont très dynamiques, ils s'expriment bien, c'est pas le problème, mais sur le fond, il y a rien, il y a pas de connaissances, il y a pas de culture. Et eux, les avocats sont des super copywriters, parce qu'ils ont un produit à vendre. Évidemment. Ils ont un produit à vendre, et eux, parfois, on joue la vie de la personne. Ouais, bien ça, sûr, ça peut être très important. Bien sûr. Et les avocats ne défendent pas que des assassins, ils défendent aussi des innocents, quoi. Mais lui, son but, c'est de vendre son produit à une personne en face de lui, qui est le juge, ou le magistrat, ou et qui doit dire liberté, quoi. Donc, lui, il a une grosse pression. Et quand je l'entendais, je me disais, ouais, effectivement, là, tu vois, on échange ensemble et je me dis, l'aspect copywriting, il intervient là aussi. Si t'as pas la culture derrière, tu vas te faire rétamer parce que tu vas sortir un espèce d'argument pas terrible, tu vas avoir un contradicteur en face de toi qui va te défoncer et c'est fini, t'as perdu la partie. Mais tu peux avoir tous les bons arguments, tu peux sortir du chat GPT. Mais encore une fois, il y aura pas le vécu et
Comment je fais vibrer. Exactement. Comment je fais vibrer mon audience en face. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Et oui, tu vois, on est des êtres humains et tu reviens au principe de Cialdini, hein, le côté empathie, le côté sympathie, le côté je suis comme vous. Et, tu vois, et c'est ça. Après, je vais m'égarer, on va partir, on a parlé de politique, mais le socle commun, tu vois. Jusqu'en 98, je te dirais, on a tous le même socle commun. Il y a 6 chaînes à la télé. Ouais. Vas-y, laisse tomber. Avec Internet aujourd'hui, c'est clair. Quand j'entends parler ma petite sœur qui a 15 ans de moins que moi, un jour, j'entends une phrase, je suis rentré du travail et puis je me suis posé devant YouTube. Se poser devant YouTube, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est une réalité. C'est une réalité, tu vois. Quand on avait Ardisson il y a quelques années qui démontait Squeezie, et aujourd'hui, finito. On n'en parle plus. YouTube a gagné. Tu vois? C'est clair. Et ça te fait une atomisation des références. Et aujourd'hui, avoir la même référence que les autres personnes, c'est compliqué, tu vois. J'ai 41 ans, je sais que j'ai les mêmes références que toi, et que les gens de 50, de 60 et de 70 ans, c'est bon, je les ai. Sur les plus jeunes de 25 ans, de temps à autre, c'est quoi ça? Ouais, mais ça c'était en trend il y a un mois sur TikTok. Je l'avais. C'est mort. Tu vois? C'est clair. C'est sûr. C'est le jeu. À partir du moment où on a eu la première génération de youtubeurs commerciaux 2010-2011 avec Norman Cyprien, Enjoy Phoenix. Ouais, elle, je te dirais qu'elle arrive juste après. Mais pour moi, vraiment les vrais premiers, quoi. Norman Cyprien. C'est vraiment 2010. À l'époque, je suis sur le bateau avec eux encore. Hein. Sur des OP pour Axe, tu vois, Axe le déodorant. Ils font venir l'agence, ils font venir 3 youtubeurs. T'as Norman, t'as Cyprien et t'as tout t'as Hugo tout seul. Ils étaient. Et là, je vois un truc, c'est que les gars, ils sont pas là en train de kiffer la soirée comme moi. Moi, je suis invité à titre de mon blog fait 2 millions de visiteurs par mois. Tu vois, sur Art de séduire, 2 millions de visiteurs par mois, donc légitime encore à l'époque. Et eux, en fait, toute la soirée, ils ont bossé, ils ont filmé, ils ont fait une vidéo. Moi, j'ai vécu le truc et ensuite je l'ai retranscrit. Différents univers et ultra intéressant de voir que après, ça t'amène à des communautés qui sont ultra mobilisées pour leurs créateurs. Mais où toi, t'es là, si t'es à côté, tu comprends pas. C'est clair. Mais c'est un autre monde que toi et moi on a vu arriver. Toi t'as mis les pieds dedans, tu l'as bien vécu de l'intérieur plus que moi. Je tourne la caméra, tu vois, je l'ai vécu. Alors là il y a un peu trop de soleil. Je veux Dark Vador là. Voilà, non là juste en dessous le trophée qui brille. Le YouTube. C'est le trophée YouTube des 100 000 abonnés. Tu vois, donc 100 000 abonnés, c'était quand même pas mal. Aujourd'hui sur la chaîne Les Mots Magiques, il y en a bien moins que ça, mais c'est intéressant comment tu fondes une communauté, comment tu l'animes et de voir que pour certaines personnes, en fait, tu existes vraiment. Tu vois, toi, tes spectateurs, tu les as pas en face de toi. Mais pour eux, là, moi, en fait, je récolte les fruits un peu aujourd'hui de tout ça avec des jeunes qui ont 30 ans ou qui ont 25 ans, qui lancent leur business et qui m'envoient des messages sur LinkedIn. Célim, j'ai jamais pris le temps de te remercier à l'époque. Excellent. Tu vois, mais je regardais Art de séduire et merci pour tout le taf que tu as fait. J'ai saigné toute la chaîne, j'ai tout regardé, j'ai lu tous tes articles et d'accord, donc ta communauté c'était ça, en plus de la communauté des jeux vidéo, en plus peut-être du sport, tu vois, mais le socle commun, il est quand même très éclaté aujourd'hui. Tu vois, je sais même plus des grands rendez-vous comme autrefois l'équipe de France ou Miss France, ou, tout ça. Tu vois, Miss France, je regarde même plus aujourd'hui, je m'en fous. Tu vois, c'est même plus au programme. La grand-messe du JT de TF1 n'est plus ce qu'elle était en 90. C'est fini. C'est vrai que ça évolue très vite. Hein. On a commencé en parlant de l'IA qui révolutionne beaucoup de choses. Internet a révolutionné beaucoup de choses. Toi et moi, on a encore connu le monde d'avant. Donc on a encore des anciennes références avec le vieux logiciel qui est encore là, qu'on peut ressortir quand on en a besoin. Mais
On fait partie d'une génération passionnante, même si aujourd'hui il y a beaucoup de menaces sur les métiers, comme notamment le copywriting, la com en général, etc. Mais il y a tellement de, enfin c'est tellement formidable, c'est tellement enthousiasmant tout ce qui arrive devant quand même, parce que c'est un monde qui change. Simplement il faut s'approprier les bons codes, il faut utiliser les bons outils, il faut utiliser tout ce qui arrive pour se mettre à profit. Et ben le copywriting ça restera une principe de base de savoir convaincre avec des mots. Il y a des nouveaux outils, il y a un monde qui évolue, il y a des nouvelles plateformes et tout. Mais la base, il faut l'avoir. Et il y a des personnes comme Selim, qui sont experts dans ce domaine-là et avec qui on peut se former. Alors tu peux peut-être nous dire comment on peut et s'inscrire à une de tes formations, c'est lesmotsmagiques.com. Oui, écoute, ouais, voilà, c'est ça. C'est les-mots-magiques.com. Ouais. Et vous trouverez l'accès à la newsletter, même si vous allez sur YouTube, pareil, c'est la chaîne, c'est Les Mots Magiques. Vous trouverez, ou sinon vous me trouvez sur LinkedIn. Yes, je mettrai ton adresse. Voilà, ouais. Je te laisse montrer tout ça. Mais c'est vraiment passionnant. Et par rapport à ce que tu disais sur ancienne génération, nouvelle génération, je pense que il y a un truc aussi lié au respect, lié à l'autorité, qui fait que aujourd'hui tous les gamins, on leur a montré, on leur apprend un logiciel plus agressif. Le monde est devenu vraiment plus agressif, je trouve. Et ce qui fait que tu vois, Seth Godin, quand il écrit en 2000, quand il écrit Permission Marketing, il explique qu'on rentre dans l'ère de l'emailing, on va demander la permission pour en envoyer. Mais aujourd'hui, tu as le logiciel de base, je pense, du start-upper, c'est le growth, d'accord ? C'est l'idée du growth hacker. Il n'est pas là pour te demander la permission. Il va faire tout comme il le sent, parce qu'il préfère casser des choses et demander pardon que de demander la permission. Préfère aller vite, il préfère exécuter vite. Donc c'est intéressant de voir ça, parce que les nouveaux modèles, tu vois, même si, allez, je vais dire les années 80, les années fric, Bernard Tapie, un peu l'embrouille, ok. Mais aujourd'hui, moi je sais que j'ai débuté dans le business avant que Oussama Ammar ne débarque. Mais tous les jeunes que je vois, tous ceux qui ont monté des boîtes à partir de 2013-2014, ils sont infusés, vraiment, ils ont grandi avec lui, avec ses principes, avec tous ses talks. Moi, j'ai découvert ça il y a 2 ans, tu vois, j'avais pas pris la mesure du personnage dans tout cet écosystème de la création et du web, et t'as des gars qui sont en admiration, tu vois, ouais, le gars, clairement, il a des affaires judiciaires au cul, mais ouais, il est trop fort et il nous a donné trop l'inspiration, la motivation. D'accord, donc c'est ça votre modèle. Ok, d'accord. C'est le jeu. Tu vois, c'est différentes époques, différentes manières de fonctionner. Ils préfèrent demander pardon plutôt que demander la permission. Ouais. Moi, mon père était gendarme, tu vois, donc j'ai intérêt de demander la permission. Ouais, c'est clair. D'abord, d'être poli, de faire bien les choses. Mais peut-être que c'est aussi un handicap. Tu vois, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que eux, ils ont l'art d'attirer l'attention, ils ont l'art d'être plus rapides, de moins se poser de questions, peut-être sur les conséquences. Tu vois, une sorte comment le dire poliment, they don't give a fuck, tu vois, un peu de carelessness, qu'est-ce qui peut m'arriver? De toute façon, il n'y a rien qui m'attend, il n'y a personne qui va me tendre la main. Viens, on y va. Mais si vous regardez bien, c'est les grandes réussites. Facebook, Zuckerberg, c'est un de ses guidelines. Tu regardes Uber. Rappelle-toi Uber avec l'application Uber Pop qui s'opposait au gouvernement. T'avais tous les taxis qui bloquaient les aéroports, les gouvernements machin, et Uber Pop qui dit on s'en fout, on va imposer le modèle et tout. Qui a gagné? Uber. Évidemment. Ils ont fait plier les lobbies de taxis, ils ont fait plier les gouvernements des pays, etc. Ouais, il vaut mieux demander pardon que demander la permission. Et au final, c'est peut-être le nouveau modèle, c'est peut-être celui qui fonctionne, pas dans tous les cas, mais en tout cas, il y a des grosses réussites qui fonctionnent comme ça, quoi. Ouais. Bien sûr. Mais c'est ça, quand t'es convaincu de la taille de ton marché, tu vois, c'est ce que tu dis, Zuckerberg. Ils volent le modèle du réseau social. Ouais, clairement. Winklevoss. Mais parce qu'il se dit, en fait, mon truc, il vaut des milliards. Je vais payer quoi? 1 ou 2 milliards, peut-être 10 en procédure. Et encore, vas-y, ça vaut le coup. Tu vois, et ça, il faut avoir un mindset de tueur pour penser comme ça. C'est clair. Tu vois, moi, pardon, mon papa gendarme me regarde, aïe, je vais en prendre une. Tu en garde à vue, là. Un truc comme ça. Mais oui, évidemment. Mais c'est pour ça, l'univers du business est fascinant. Dans tous les cas, c'est une guerre.
c'est d'autres moyens de faire la guerre. Ouais, c'est clair. C'est un autre moyen de conquérir et c'est fascinant. Tu vois, et moi, du coup, je me plais bien dans mon petit domaine de la formation en copywriting. Je suis très, très, très heureux là-dedans de parler à des gens qui veulent changer de vie. Tu vois, parce que c'est ça. Tu parlais tout à l'heure, un avocat, il a le pouvoir de changer ta vie. Bah ouais, tu m'étonnes. Si t'es derrière les barreaux, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, à mon humble échelle, c'est un peu pareil, sans vendre du rêve, parce que je te dis, je leur vends du Churchill. Vous allez vous embrouiller avec votre conjoint, votre conjointe, parce que vous allez travailler le soir, alors que d'habitude, vous étiez en train de glander devant Netflix. Et ça va vous demander des heures de travail et les débouchés là tout de suite. Il va falloir vraiment cravacher, donc vous allez vous faire mal. Tu vois, en plus, ouais. Et il y a les Copy Night avec Selim aussi. Bien sûr. Eh oui. Ouais, Copy Night et Copy Lunch. Alors, l'an prochain, quand je relance en janvier 2025, on va appeler ça Copy Live. Tu vois, on fait un grand pack. Ça devient le Copy Live avec des sessions du midi, des sessions du soir. Mais dans l'idée, c'est toujours pareil. Tu sais, c'est cette notion de tout seul, tu vas plus vite. Ensemble, tu vas plus loin. Et en fait, quand on est une vingtaine sur la visio et qu'on bosse sur les textes de l'un, de l'autre... Ouais, de la synergie, c'est bien. Mais bien sûr. Ouais, c'est cool. Tu vois, c'est ultra intéressant de pouvoir échanger sur la vie du copywriter pour chacun, parce que t'en as à Brest, à Rennes, à Strasbourg, partout, tu vois, tout le monde est éclaté. On a un job qui est quand même un job de solitaire. Ouais. Ta recherche, tu l'as fait seul. Ton écriture, tu l'as fait seul. Trouver des clients, tu dois faire ça tout seul aussi. Donc c'est intéressant de pouvoir comparer nos vécus et de s'épauler mutuellement, parce que on a toujours des moments de doute. Ah, c'est clair. Ok, comment t'as fait ça? Bah tiens, moi j'ai fait ça, ça, ça. Et on commence chaque session par les petites victoires. Tu vois, tout le monde, allez, cette semaine c'est parti, vous avez 30 secondes chacun, c'est quoi ta petite victoire de la semaine? Comme ça, ok, allez. T'as pas le droit d'arriver les mains vides. Ouais, c'est clair, ouais. T'as pas le droit d'arriver en loose. Voilà, exactement. Il y aura toujours un truc positif. Faut aller le chercher, mais il y en a un. Et tu l'avais peut-être pas vu, tu l'avais pas vu, il était là. Ouais, exactement. Bon, ça, l'IA, vous l'apporterez pas, les amis. Donc, ça, c'est effectivement ces moments de synergie quand on est entre êtres humains, quand on est entre passionnés, entre professionnels, entre gens qui ont des succès, gens qui ont des échecs, etc. C'est la vie. C'est comme ça qu'on se construit quand même. Bien sûr, avant tout. Et justement, c'est ce qu'on partage. C'était un plaisir de partager tout ça avec Selim aujourd'hui. Merci beaucoup, Selim. Fabrice, merci beaucoup. Merci à vous qui avez écouté cet épisode. Fabrice, c'est toujours un plaisir. C'était la deuxième fois. Et le problème, tu vois, c'est toujours ça, c'est qu'on pourrait durer pendant des heures et des heures. C'est clair. Il faut qu'on reste concentré, qu'on respecte le temps des auditeurs. Merci à vous. Merci beaucoup en tout cas à tous. Si l'épisode justement vous a passionné, si vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à le dire en commentaire. S'il y a des trucs qui vous ont moins plu, dites-le aussi. Comme ça, on progresse. Le but du jeu, c'est qu'on grandisse, c'est qu'on apprenne aussi de nos erreurs s'il y en a. Merci beaucoup, Selim, en tout cas. Les amis, je vous mets tous les liens en bas. Vous avez le profil de LinkedIn de Selim, vous avez les références pour les livres, vous aurez aussi le site Les Mots Magiques, toute l'offre de formation que vous pourrez regarder. Cette vidéo n'était pas sponsorisée, c'était simplement pour le plaisir d'échanger avec Selim, et c'était l'occasion aussi de partager ce qu'il fait aujourd'hui dans la vie et vous donner peut-être envie de le rejoindre. Vous avez vu qu'il est vraiment passionnant. Merci Selim. Merci beaucoup Fabrice, au revoir à tous. Allez, au plaisir, salut.